Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art. Nous sommes le 12 décembre 2006 à l'Université de Paris Diderot. Aujourd'hui, notre grand témoin et invité est Philippe Lejeune, artiste peintre qui a créé l'école d'Étampes. Ses invités sont François Legrand, artiste peintre de l'école d'Étampes, Jacques Rouault, artiste peintre, école d'Étampes, qui est aussi le président de l'association Les Chercheurs d'Art, Christophe Debuchère, artiste peintre de l'école d'Étampes, nous avons une autre invitée, je crois, qui est Madame... Et Madame Geneviève Decroix, qui est aussi artiste peintre de l'école d'Étampes. Donc je donne la parole à Philippe Lejeune, qui va nous parler de sa peinture et de l'école d'Étampes. Oui, je voudrais seulement vous entretenir d'un phénomène assez rigolo, assez étrange. Il y a, dans l'atelier d'Étampes, rue de la Vigne, il y a des peintres maintenant qui viennent depuis, je crois, Geneviève, c'est vous qui me direz, depuis 35 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'institutions qui peuvent avoir se vanter d'une pareille durée. Donc un temps considérable que des gens font confiance à cet atelier et ont fabriqué l'école d'Étampes. C'est pas moi qui ai fait l'école d'Étampes, bien entendu. Elle s'est faite et j'en ai appris le nom, je dirais volontiers, par ce qu'on a pu m'en dire. On ne se rend pas compte de ce qui se passe, on ne se rend pas compte ni de son état généralement, ni de la connaissance propre de soi-même, mais on le sait par écho. Je voudrais rectifier, vous avez donné comme, à l'instant, comme titre, membre de l'école d'Étampes, mais il y en a d'autres aussi qui sont très importants, puisque Jacques Rouault, Christophe Debuchère, tous aussi sont peintres de l'armée, de l'air, de terre, de la marine. Par conséquent, ce sont des titres considérables et je pense pouvoir dire, sans trop d'indiscrétion, que François Legrand le sera bientôt. Par conséquent, il y a une sorte de récompense qui nous est donnée de façon étrange par les différentes armées et qui reconnaissent, somme toute, le métier et le talent, le génie peut-être, de ceux qui font partie de l'école d'Étampes et qui ont l'honneur par conséquent de faire partie des peintres de l'armée, à ce point que le général Masson me disait dernièrement, mais enfin, il y a 8 de l'école d'Étampes qui font maintenant partie des différentes structures de peinture de l'armée, c'est assez considérable. Voilà, ceci étant dit, je voudrais simplement exposer très rapidement quelques idées, notamment celle qui prévaut généralement, puisque l'art est un don, ça ne s'apprend pas. Naturellement, il y a des côtés dont on peut discuter dans cette appréciation, mais je pense que des exemples célèbres donnent à vérifier l'exactitude. En ce sens que l'aptitude, le don, n'est pas toujours ce qui garantit une carrière. Je me souviens très bien que lorsque j'étais au collège, ceux qui savaient le mieux faire les caricatures des professeurs de maths, généralement ont terminé dans l'administration des douanes. Et il n'y a pas de relation immédiate, alors que d'autres, au contraire, qui traînaient un peu en peinture, on fait carrière. Enfin, on en fait leur profession, voilà, soyons plus modestes. On en fait leur profession. Par conséquent, je ne sais pas s'il y a un lien direct entre le don et l'exercice de ce métier. On pourrait citer par exemple Cézanne. Je suis convaincu que si Cézanne avait affaire
un comité d'orientation professionnelle. Ça n'existait peut-être pas à l'époque, dommage, mais certainement on lui aurait conseillé d'être plombier zingueur. Surtout pas artiste peintre. Il n'avait vraiment aucune disposition pour ça. D'un autre côté, j'ai assisté il y a quelques années à une exposition à Munich sur les aquarelles d'Adolf Hitler, et Adolf Hitler était doué pour l'aquarelle. Par conséquent, on peut se demander dans quelle mesure le don a une importance prépondérante sur la carrière. Alors, les exceptions, évidemment, sont nombreuses. On cite Chassériau, dont Ingres brandissait les dessins dans l'atelier en disant qu'il dessinait aussi bien qu'Holbein. Et Chassériau, à ce moment-là, devait avoir 14 ans. C'est une précocité tout à fait extraordinaire. On connaît aussi le dessin de Dürer. Il avait, oui, 13 ou 14 ans aussi, ce portrait de sa mère, qui est tout à fait émouvant. Alors, ne tirons pas de conclusion. Le don, c'est une valeur ajoutée, je dirais volontiers, mais il n'est pas déterminant. Ce qui est déterminant, c'est bien autre chose. C'est le sens de l'émerveillement et le sens, par conséquent, de la beauté, qui est un sujet que je me garderais bien d'aborder ici, puisqu'il faudrait des volumes et des conférences innombrables pour venir à bout de ce sujet qui n'en est pas un. On me permettra de donner seulement la définition. Je dirais volontiers que la beauté est une racine et l'art est son équation. Ce qu'il faut remarquer, c'est que la peinture est donc une détermination, omnis déterminatio, vous savez, est negatio. Par conséquent, on ne se détermine qu'en renonçant. Nous allons voir d'ailleurs tout à l'heure si la méthode défective n'est pas plus utile pour avoir les directives d'un enseignement que la méthode additive, c'est-à-dire la méthode effective, qui effectivement donne le moyen. Nous savons très bien qu'il n'y a pas moyen d'atteindre au chef-d'œuvre. Ça se saurait. S'il y avait un système bien élaboré pour faire un Holbein ou pour faire un Fra Angelico, je vous assure que ça se vendrait sur le net. Ça n'existe pas encore. On n'a pas encore trouvé la bonne recette. Par conséquent, nous nous bornons à avoir cette soif, ce bonheur de la découverte, en sachant que, somme toute, la beauté qui est la racine va se conduire comme un paramètre. Chose curieuse, c'est une valeur connue. Nous avons tous la notion de beauté, mais indéterminée. Puisque cette reconnaissance est non seulement nombreuse, mais attire l'émerveillement, puisque nous reconnaissons la beauté et nous savourons la nouveauté de l'aspect sous lequel elle se présente à nous. Voilà donc probablement le terme même d'une notion qui n'est pas d'ordre scientifique, qui est d'un ordre parallèle, je dirais volontiers, à la science, et j'en veux pour preuve que la science, même si elle ne croit pas vraiment au progrès avec un P majuscule, croit qu'il y a une évolution et que cette évolution n'est pas, qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il est évident qu'on n'enseigne plus l'astronomie selon Ptolémée, mais on enseigne toujours la perspective selon Alberti. Il y a là une persistance qui montre bien la distance qui existe entre toutes les formes d'art et des formes seulement d'enseignement consistant en un certain nombre de principes qu'il n'y a qu'à observer pour obtenir le résultat voulu. Le résultat, il est connu, mais indéterminé. C'est-à-dire, c'est le A et B dans une équation juste, mais il reste à définir la valeur de ces paramètres. Et elle est innombrable, ce qui fait, au fond, l'émerveillement que les arts entretiennent. Parce qu'il est tout de même étrange. Et nous allons parler surtout de la peinture. Tous les autres arts probablement subissent le même sort. Que la peinture, malgré une sorte de mépris presque général de nos contemporains pour la chose peinte, ils se précipitent tout de même aux expositions de peinture. Mais soit pour être dans le vent, et ils vont regarder ce qui se vend actuellement, ce que les marchands considèrent comme du grand art, ou bien alors ils vont regarder, c'est plus sérieux, c'est plus tranquille, ils vont regarder Cézanne ou Corot.
Il est tout de même extraordinaire d'ailleurs que nos contemporains ont regardé des quantités extraordinaires de Cézanne qu'il n'a certainement jamais peintes. Puisqu'on est certain que le nombre de peintures de Cézanne est fort petit. Je trouve que c'est le comble du génie de faire admirer ce qu'on n'a pas produit. Mais l'empreinte est si forte, et puis comme il y a des Cézannes qui sont produits sur les voitures de chemin de fer, ça ne peut être que beau. C'est indiscutable. Par conséquent, on se range à cette opinion. Je suppose que très peu de personnes éprouvent Cézanne. Cézanne est un auteur extrêmement difficile, et je pense que peu éprouvent vraiment l'importance et la signification tout à fait considérable qu'a Cézanne dans l'histoire de la peinture. C'est un autre sujet que je ne vais pas aborder aujourd'hui. On va aborder par conséquent la question, est-ce qu'on peut communiquer? Est-ce qu'on peut enseigner? Alors, j'ai noté quelques points. Est-ce qu'on peut communiquer avec un être totalement différent de soi? Bon, vous avez des gens qui disent, je crois, il faut les croire très sérieusement, qui parlent à leur chien, qui parlent à leur chat. Bien, il y a certainement des éléments communs entre l'entendement du chat et du chien, sans ça, il n'y aurait pas de conversation possible. Ce sont probablement des surfaces de contact extrêmement petites, mais elles existent. Autrement, la peinture et la figuration, surtout, n'est pas universelle. On cite le cas d'anthropologues qui ont montré au début du siècle, enfin du siècle dernier, des photographies à des habitants de la partie nord-ouest de l'Australie, et qui ne faisaient absolument aucune identité entre le portrait qu'on venait de faire d'eux sur une gélatine et l'image qu'on leur présentait. Ils ne faisaient absolument aucun rapprochement entre un papier inégalement sali, somme toute, inégalement obscur, et le personnage qu'ils étaient eux-mêmes, qu'ils voyaient en face d'eux. Un phénomène un peu analogue, vous savez, aux animaux qui se regardent dans une glace. Mais les animaux se reconnaissent. Tandis que là, ils ne se reconnaissaient pas. Très vite d'ailleurs, le lien s'est fait, et il faisait une relation immédiate entre la salissure d'un papier, somme toute, et une réalité qu'ils avaient. Alors la première chose, je crois, dans un enseignement de la peinture en particulier, c'est de montrer l'extrême singularité qu'il y a à limiter l'entendement, à limiter le sentiment que nous pouvons recevoir du spectacle du monde, à le limiter à des surfaces colorées. C'est une option extrêmement exigeante et qui exige et qui veut une grande conformité d'esprit, une grande conformité de nature entre celui à qui on s'adresse et celui qui le produit. J'insiste sur le fait qu'on s'adresse toujours à quelqu'un. Je pense que Robinson Crusoe aurait peint pour lui-même. Donc il s'adressait à un autre, l'autre moi, l'autre qui est moi. Il y a toujours donc une sorte d'altérité qui est indispensable pour qu'il y ait courant. Il ne peut y avoir courant que s'il y a deux pôles. Le solipsiste absolu ne pratique pas les arts, on n'entend rien. Bon, on entend mieux comme ça. Le solipsiste ne s'intéresse pas à l'art. Par conséquent, l'art est d'abord l'idée et le désir de transmettre quelque chose. Est-ce que ce quelque chose est seulement une émotion ou est-ce qu'il est formidable? C'est tout l'art de l'enseignement de la peinture que j'ai expérimenté sans l'avoir du tout cherché. Alors, nous allons voir tout à l'heure les points qui nous rassemblent avec l'autre à qui nous allons essayer d'enseigner quelque chose. Je note en passant que la peinture est probablement l'art le plus facile à exercer qui soit, puisque vous voyez que dans toutes les villes de France, les communes de 10 habitants, il y a une école d'art. Je ne sais pas s'il s'agit de la même peinture que celle dont nous parlons ici, mais le fait est à signaler, probablement parce que la peinture est moins exigeante que la musique. Eh bien, si vous vous avisez d'apprendre le violon, vous avez des voisins qui vont défoncer le plafond ou qui vont taper dans les murs. Tandis que la peinture, évidemment, ça ne dérange personne. Je crois que c'est une des causes de son grand succès. L'aquarelle, évidemment, est silencieuse.
C'est ce que disait Dante d'ailleurs. Dante disait que la peinture était un poème silencieux, mais il ne prenait pas peut-être tout à fait dans la même acception. Alors si vous voulez bien, très rapidement, nous allons voir comment on peut enseigner la peinture et sur quelle base on peut se fonder. Alors je dirais d'abord ce que j'appelle l'erreur commune. S'il y a une erreur commune dans quelque domaine que ce soit, il est relativement facile de faire des progrès à ceux à qui on s'adresse et à ceux à qui on veut entraîner dans une discipline, en lui signalant simplement les erreurs. Parce que le grand piège des arts, c'est qu'on a répété, et Dieu sait combien d'incompétents ont répété cette erreur, que, au fond, l'originalité était plus que tout, que par conséquent on ne pouvait pas dire si c'était bien ou c'était pas bien, puisque c'était peut-être ma nature profonde, c'était peut-être mon être propre, et vous alliez ainsi stériliser un génie en germe qui, grâce à vos conseils doctoraux, eh bien, va être stérilisé. C'est une pure légende. Et la preuve en est, c'est la communauté de l'erreur. Lorsqu'il m'arrive, ou lorsqu'il nous arrive, de signaler à un apprenti peintre qu'il fait une erreur, c'est parce que nous l'avons commise nous-mêmes, et que tous les autres vont la commettre tout à l'heure, ou qu'ils l'ont déjà commise. Par conséquent, nous sommes dans le domaine commun de l'erreur. Et ça, c'est une grande possibilité d'avoir prise sur l'entendement d'autrui. Autrement, il serait très difficile, au fond, d'intervenir. Puisque, je vous répète, la sacro-sainte personnalité interviendrait. Mais il est difficile de la défendre lorsqu'on vous dit, mais cette manifestation de personnalité, justement, tout le monde fait la même erreur. Alors, de quel ordre sont ces erreurs? Et je ne voudrais pas abuser de votre patience, et c'est surtout les peintres de l'école des Tempes à qui je vais poser quelques questions, ou qui vont m'en poser, s'ils veulent bien, et ça me fera plaisir. Eh bien, les causes de l'erreur, j'en vois de plusieurs ordres. Il y en a une qui est physiologique. Je vous demanderai de passer, si vous voulez bien, madame, l'image savante, dont je ne connais pas, bien entendu, toute la portée, mais dont j'ai pu saisir l'intérêt en ce qui concerne la peinture proprement dite. Cette image, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. D'accord. Alors, je ne sais pas si on voit, non, on ne voit rien du tout. Il faut... On va peut-être commencer par la gauche, si vous permettez. Oui, il suffit de l'image de droite, ça suffit largement. D'accord. Mais il faudrait l'agrandir suffisamment. Ce sera très visible pour les internautes, hein, mais je vous prie de m'excuser, c'est vrai que... Bon, alors écoutez, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, parce qu'on ne voit pas grand-chose. On va faire plus gros, ici. Alors, vous voyez par exemple, sont figurés par un petit homoncule les différentes parties du néocortex qui sont assignées aux différentes parties du corps humain. Vous voyez par exemple que dans ce petit personnage, si vous voulez l'agrandir davantage, le corps est pratiquement inexistant, les pieds sont assez grands par rapport aux jambes, et si vous prenez un petit peu sur la droite, nous allons voir la suite, vous allez voir que là nous arrivons à une image énorme qui est la main, énorme qui est le pouce, qui correspond à des zones considérables dans le néocortex, et si vous tournez encore un petit peu, vous allez voir l'importance énorme de la figure, alors que le corps, vous ne l'avez pas vu, il est au fond, les parties du néocortex sont beaucoup plus faibles, qui ont trait au thorax, qui ont trait à l'abdomen, tandis qu'au contraire, vous voyez que l'importance de la bouche et l'importance de la figure est considérable. Or, vous avez exactement, c'est un dessin qui est fait par des savants, vous avez exactement le dessin d'un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant ne fait pas du tout ce qu'il voit. Il voit un bonhomme en face de lui et il lui donne les proportions qui sont en rapport avec les portions concernées par l'émotion du détail qu'il remarque dans son néocortex. Alors voilà ce que j'appelle l'erreur physiologique, qui est une des erreurs les plus communes et qui n'est pas signalée. Or, je l'ai constaté je ne sais combien de fois, nous ne regardons pas et nous ne voyons pas le problème essentiel,
Et ce qu'il faut d'abord dire à des impétrants, c'est vous n'allez pas faire ce que vous voyez, vous allez faire ce que vous avez compris. Alors, ce que vous avez compris, bon, bah ça, je le veux bien, vous avez compris, c'est un monsieur tout nu, triste, devant un mur un peu défraîchi. Voilà ce que vous avez compris. Avec ça, Michel-Ange fait l'école à Sixtine. Par conséquent, on peut le voir différemment, mais vous, ce que vous avez vu, c'est ça. Or, si je vous demande d'en faire un dessin, ce dessin va être strictement conforme aux zones concernées dans le néocortex, aux zones qui sont irriguées et irritées, si vous voulez, dans votre cerveau. Vous allez par conséquent lui faire des pieds énormes. Pour les pieds, il y a encore une autre raison. C'est que le concept de pied, c'est le pied que nous regardons, notre pied. Nous le voyons de dessus. Or, généralement, il est présenté de face. Alors les sculpteurs, eux, ils s'en tirent. Les sculpteurs font très bien les pieds. Mais les sculpteurs ont une veine, c'est qu'ils ont 3 dimensions. Nous n'en avons que 2. Avec 2 dimensions, il est extrêmement difficile de faire un pied qui soit exactement de la largeur des malléoles. Malléoles internes et externes. C'est tout à fait difficile et paradoxal. Quand vous regardez les pieds de Platon et d'Aristote dans l'école d'Athènes de Raphaël, vous verrez qu'ils sont strictement de la largeur des malléoles, qui sont parfaitement reposants sur le sol, et bien que vous ne voyez rien, vous voyez un pied. Alors la grande découverte de la peinture, c'est qu'on en raconte beaucoup trop, on raconte ce qu'on a compris au lieu de raconter ce qu'on a vu. Et ce qu'on a vu suffit largement parce que le spectateur, lui, va comprendre à son tour. Il faut toujours penser que le spectacle du visible va être transposé dans une œuvre d'art, mais que cette œuvre d'art va somme toute jouer un rôle de spectacle visible pour le spectateur. Alors, autre point d'erreur, eh bien, c'est tout simplement l'appréhension. Combien j'ai vu de débutants qui ne faisaient pas les yeux, par exemple. Et alors, je leur demandais, mais pourquoi Et puis d'abord, qu'est-ce que vous appelez les yeux? Enfin, je ne sais pas, c'est l'oculiste, c'est ce que c'est que des yeux, mais le peintre, il connaît une certaine couleur, une certaine teinte, une certaine forme, enfin, peu importe, c'était un domaine un peu plus compliqué. Il me répondait, eh bien, parce que les yeux, je vais le faire à la fin, c'est le plus difficile, c'est le reflet de l'âme. Alors, vous avez en très peu de mots une quantité de stupidité considérable qui interdisent toute peinture. Parce que le peintre, il se fiche totalement du reflet de l'âme. Si les tons sont disposés dans l'ordre, avec la soumission complète à la vision colorée que nous avons des choses, eh bien l'âme, elle y sera. Mais on ne la met pas, on ne la décide pas. D'ailleurs, je crois que personne ne la décide. Un bon auteur, eh bien, il fait des phrases qui sont équilibrées, qui sont harmonieuses, et l'esprit va les incarner, mais on n'incarne pas l'esprit avec une méthode. Il n'y a pas un système pour faire de la spiritualité. Elle s'insère dans votre travail pourvu qu'il soit, comme disait Rilke, un humble artisanat. Alors ce qui est étrange, c'est que c'est à la fois un artisanat et que ce n'est pas un artisanat. Pourquoi? La raison est au fond très simple. Et si vous êtes... L'artisanat suppose que le but poursuivi est connu. Je dirais volontiers que j'ai fait la comparaison tout à l'heure avec les mathématiques, le peu que j'en connaisse. Eh bien, la beauté est comme un paramètre, c'est une valeur connue, mais indéterminée. Par conséquent, partir de ce à quoi on est à la recherche, c'est un petit peu vouloir mesurer l'horizon, qui se dérobe au fur et à mesure qu'on avance. C'est une valeur et c'est une connaissance et qui s'enrichit au fur et à mesure de la démarche. Seulement, ce serait trop simple, parce que vous me diriez, la valeur scientifique aussi. Et justement, nous avons vu, nous avons effleuré le sujet, qu'il n'y a pas de progrès en art. Il est évident que celui qui considérerait que Picasso dessine mieux que tel bison de Lascaux ferait, au fond, un jugement téméraire et un jugement trop rapide. Ce n'est pas vrai, les gens de Lascaux avaient une façon de figurer l'existence des objets et un contour tout à fait étonnant. Alors il y a un point, ça nous sommes donc dans les points
de l'erreur, si vous voulez. Il y en a bien d'autres que j'ai notées, mais ça fera peut-être objet d'une petite note. Il y en a des quantités d'autres, mais je ne veux pas vous lasser. Je voudrais surtout vous dire les points sur lesquels nous sommes d'accord. Il y a une chose sur laquelle tous les bipèdes sont d'accord, et tous les bipèdes de la race humaine. C'est-à-dire qu'ils voient les objets avec un angle différent suivant la distance où l'objet est situé par rapport à l'œil. Je n'ai rencontré encore personne qui puisse me dire le contraire. C'est-à-dire que si vous présentez une boîte d'allumettes ou une boîte de ce que vous voudrez, et si vous la reculez, au fur et à mesure qu'elle s'éloigne du spectateur, l'angle sous lequel il la voit devient de plus en plus petit. Eh bien ça s'appelle la perspective. Je tiens donc que la perspective n'est pas du tout un système pour faire des beaux tableaux. Ce n'est pas un système artisanal pour fabriquer un tableau. Enfin, un tableau ne se fabrique pas, il s'obtient, ce qui est tout à fait différent. Il est comme une récompense, si vous voulez, à une démarche sincère, une démarche qui n'hésite pas à affronter les difficultés et les coûts. La perspective, voilà, donc une chose universelle que nous partageons avec tout le monde. Ah, nous allons pouvoir donc l'enseigner. Quelle perspective? Eh bien, il y en a des quantités. Il faut bien reconnaître que on fera d'abord observer aux impétrants que nous n'avons pas une image, ce qui serait trop commode, nous en avons deux. Et c'est le cerveau qui les synthétise, en passant par un cassement, entre parenthèses, ce qui fait que l'œil gauche voit ce qui est à droite, etc. Et que les deux images se superposent seulement dans l'intelligence, dans le cerveau. Par conséquent, c'est le cerveau qui voit. On pourrait dire que la rétine est un capteur. C'est-à-dire, c'est un capteur comme ceux qui vont permettre de faire un DVD, mais le capteur n'entend rien, ne voit rien, si vous voulez. C'est déjà codé, c'est déjà une information d'ordre décimal, beaucoup plus qu'analogique. Or, la peinture, nous allons le voir, fait appel beaucoup plus à l'analogie, tout au moins à la peinture que je crois pouvoir apprendre. Et là, je ne vais pas abuser de votre générosité, de votre attention, mais en gros, il y a deux sortes de peinture qu'on peut apprendre. C'est la peinture numérique et la peinture analogique. Nous avons vu que le visible était dans une langue dont il fallait trouver la traduction à l'aide d'une autre langue qui est celle que parle une palette. Une palette parle une langue avec, au fond, assez peu de mots, c'est-à-dire des formes colorées. Il y en a une infinité, nous sommes tout à fait d'accord, mais par rapport à l'immensité de la connaissance que nous pouvons faire passer dans ce langage, il faut bien se dire qu'il y a une traduction. Cette traduction se fait directement, sans intermédiaire. C'est-à-dire que, au fond, c'est une traduction juxtalinéaire, une traduction mot à mot, et cette traduction mot à mot, elle va être comprise par le spectateur. Donc on tient compte du spectateur. Le vrai art impressionniste ne s'adresse qu'à l'homme. Il y a une autre façon d'art, c'est un art de synthèse, c'est l'art, mettons, pour faire court, de Léonard de Vinci, qui est tout à fait différent. On examine les phénomènes de la vision, on sait qu'ils sont la conséquence de phénomènes physiques, on analyse ces phénomènes physiques, on en tire des lois, et par rapport à ces lois, on construit un modèle, ce que les mathématiciens appellent un modèle. Ce modèle va pouvoir servir à la fabrication, mais ex nihilo, presque, seulement en observant les lois qu'on a constatées dans la nature. Quand Vinci regarde un nuage, il ne dit pas c'est du bleu-violet, comme dira Maurice Denis, c'est un gris violacé, il dira c'est un néocumulus avec tourbillon dans la partie orientale. Donc c'est une vision de scientifique. Ensuite il va faire la théorie des tourbillons, vous savez quelle importance il donne à cette notion, la théorie de la variété des nuages, qui va ranger soit dans les cumulonimbus, soit dans les stratus, et ensuite il va donner le moyen de faire un stratus
traduit en peinture. Vous voyez, il y a un intermédiaire, l'intermédiaire scientifique. Je dirais volontiers que l'impressionnisme est en prise directe sur la réalité visuelle, tandis que l'art synthétique, qui donne quelquefois un certain air académique, mais pas toujours. L'académisme, c'est autre chose, il faudrait bien le définir. L'académisme, c'est pas l'école. J'ai entendu l'autre fois quelqu'un justement qui me disait, mais je croyais que souvent vous dénonciez les dangers de l'académisme et vous prêchez pour une école. Ben, je vous dis oui, comme une école, au sens où l'entendait Franck, c'est-à-dire César Franck, c'est-à-dire M. Koala. Et c'est évident que c'est une école. C'est un gradus ad parnassum, il faut vous apprendre à monter les degrés. Et je disais à cette dame, supposez que Mme Rimbaud, un peu distraite, n'ait pas appris le b.a.-ba à Arthur, qui devait avoir envie d'aller jouer aux billes ou de faire autre chose, si elle n'avait pas même donné une fessée pour qu'il puisse épeler comme il faut, nous n'aurions jamais eu la saison en enfer. Il faut tout de même que les choses soient claires. Vous pouvez avoir tout le génie que vous voudrez. Si vous restiez à faire baba, ça ne donnera pas grand-chose. C'est ce qu'avaient dit d'ailleurs les surréalistes qui sont à l'origine de la suppression des beaux-arts et de la suppression en partie de la peinture, contre laquelle ils se sont particulièrement acharnés. Alors là, je voudrais simplement donner un mot sur l'importance à la fois philosophique et historique de la peinture. Il y a toujours eu des iconoclastes. Les iconoclastes sont toujours dans le même sens. Et depuis 50 ans, nous vivons dans la terreur iconoclaste. La photographie a donné la provision dont on avait besoin d'images variées, mais l'iconoclasme proprement dit, c'est-à-dire une image faite de main d'homme et qui soit à la ressemblance du visible, a été proscrit. Il semble que l'exposition actuelle de Maurice Denis soit un tournant, que la page soit terminée. C'est-à-dire que la page, il est interdit d'interdire avec toutes les autres fantaisies qui sont de plaisantins simplement, mais de plaisantins dangereux qui ont précipité la France dans une grande période iconoclaste, prennent fin. Je pense qu'elle se termine avec l'exposition de Maurice Denis. Je signale tout de même à cette occasion que Jacques a bien voulu me prêter le catalogue. De fait, les couleurs sont déformées pour donner l'impression du coloriage des bandes dessinées modernes. Je ne peux pas ne pas y voir une intention, parce que je sais à quel point on peut exiger de l'imprimeur. Visiblement, on a essayé d'attirer Maurice Denis dans la bande dessinée. C'est pas facile, mais comme Maurice Denis a un accord extrêmement subtil, et que si on le varie un tant soit peu, c'est tout de suite une sorte de bariolage, une sorte de cacophonie. Les ombres colorées, qui était une des grandes préoccupations de Maurice Denis, si vous accentuez la couleur, si l'ombre est un peu violette, vous la faites carrément violette, et si la chair est vaguement ocrée et que vous la faites carrément jaune, vous allez avoir un perroquet. Vous n'aurez pas un Maurice Denis. Alors, il y a certainement, peut-être même sans qu'il le sache, mais ce goût d'attirer à une espèce de goût contemporain l'œuvre d'un très grand peintre, un très grand novateur, qui était au courant de tous les mouvements artistiques de son temps, aussi bien littéraires que musicaux, et une grande figure qui a subi un purgatoire de plus de 50 ans, ce qui est vraiment la norme. Alors, je voudrais demander, non pas du tout à mes élèves, comme on me dit tout à l'heure, je n'ai pas du tout l'impression que ce sont des élèves, ce sont des peintres qui me donnent la fierté de travailler dans le même atelier que celui où j'ai commencé il y a 36 ans. Un point c'est tout, des peintres aux talents divers, dont j'admire la compétence, dont j'admire le talent. Je suis souvent tout à fait incapable, je serais incapable de faire ce qu'ils font. Et je pense que le vieil axiome, vous savez, chinois, quel mauvais maître, celui que les élèves ne dépassent pas par le talent, eh bien, ça s'applique parfaitement et je le prends pour moi et je m'en réjouis. Cher Christophe, je me souviens du jour où votre maman m'a téléphoné et me disant « Mon petit garçon veut faire de la peinture », ce qui en soi est banal, « Est-ce que vous voulez voir si ça vaut la peine ?» Je lui ai dit « Madame, écoutez, qu'il vienne à l'atelier.
il y a de ça 34 ans, et vous y venez toujours. Christophe de Bussert, qui est un excellent peintre, plein de talent, vient toujours le dimanche. D'ailleurs, il est un encouragement prodigieux pour ceux qui viennent. Geneviève Descroix aussi, et Jacques Rouault ne manque jamais en semaine. Quand François est là, il ne manque jamais de venir. Et je dois dire que c'est la dernière chose dont je me plaindrai, c'est de la chaleur que j'ai trouvée dans mes élèves, de leur générosité à mon égard, je dirais même peut-être de leur affection. Peut-être est-ce que je ne vais pas trop loin. C'est une récompense qui suffit largement à la vie d'un vieux peintre. Alors, vous êtes venu, Christophe. Qu'est-ce que vous attendiez? Alors, si vous voulez appuyer, voilà. Donc, on donne la parole à Christophe. Christophe de Bussert, peintre de l'armée. Eh bien, quand je suis venu à l'atelier des Tempes, en fait, j'avais envie de faire de la peinture comme ma mère, Nicole Lacombe, qui est, oui, ça, qui est c'est peintre. Oui, ça, c'est important. J'ai la chance d'avoir une mère violoniste et peintre. Ouais. Et en fait, moi, j'admirais les grands peintres comme Rembrandt, Velázquez. J'allais énormément dans les musées et je voulais faire de la peinture. Donc, je signale déjà que c'est tout à fait exceptionnel. Parce qu'un enfant de votre âge, vous aviez bien 14 ans, oui, j'avais 14 ans, qui a été dans les musées, c'est pas fréquent. Ouais, mais j'étais un petit peu dans les musées à coups de pied dans le derrière. Hein. Vous verrez qu'ils vont partout sauf dans les musées. Un petit peu dans les musées à coups de pied dans le derrière au début, parce que les musées c'est très ennuyeux pour les enfants, il faut dire la vérité. Et après, on y prend goût, mais en fait, donc je voulais faire de la peinture, et j'étais venu à l'atelier des Tempes le mercredi, et puis c'est vous qui m'aviez dit un jour, tiens, vous devriez faire une reproduction. Choisissez dans un des livres qui est là, parce que comme tous les enfants, je faisais peut-être pas des têtes de chat, mais c'était pas loin. Et en fait, un jour, je suis tombé sur un livre sur Delacroix, et j'ai fait une petite reproduction sur carton de l'entrée de, je sais plus le nom. Les croisés à Jérusalem. Voilà, merci, c'est ça, absolument. Et là, vous aviez. C'est regrettable. Oui, tout à fait. Oui, enfin, mais bon. Le tableau n'est pas regrettable. Non, le tableau est très beau. Oui. Et alors, vous m'aviez dit, vous devriez peut-être venir, jeune homme, le samedi, nous avons un modèle, et le dimanche, nous faisons du portrait, etc. Et donc, voilà, je suis donc venu tous les dimanches et tous les samedis. Puis après, lorsque mes études m'ont laissé tomber, j'ai pu venir pratiquement tous les jours en semaine. Votre formule. Oui, mais c'est ça, hein, c'est absolument ça. M'ont laissé tranquille, on va dire. Et mon père, qui voulait que j'ai des diplômes, en fait, m'a demandé de rentrer au moins aux Beaux-Arts d'Orléans, parce que les Beaux-Arts, c'était... Mes parents sont d'origine belge, et en Belgique, les Beaux-Arts de Paris ou les Beaux-Arts en France, c'est des écoles exceptionnelles, paraît-il. Ça fait illusion, oui. Ouais, ça fait illusion. Ouais. Donc j'ai passé un concours d'entrée parce que mon niveau scolaire n'était pas assez élevé pour rentrer aux Beaux-Arts. Et j'ai eu ce diplôme, je suis rentré aux Beaux-Arts d'Orléans et je suis tombé sur des professeurs qui étaient des grands génies, enfin non, qui fabriquaient des génies. En fait, ils nous disaient d'être original, d'être voilà. Soyez original et vous ferez avancer les choses, vous ferez de l'art, vous serez différent. De l'art de votre époque. Voilà, de l'art de notre époque. Ouais. Et moi, en fait, je voulais pas faire de l'art de mon époque, je voulais être, je voulais la lumière de Vermeer, j'aimais ça. Enfin bon, et donc j'ai fait donc ce bref passage aux Beaux-Arts parce que les professeurs m'ont dit un jour, voilà, on dit devant tout le monde, j'étais assez humilié quand même, mais un peu fier maintenant avec du recul. On dit, vous ferez tous de la peinture, vous serez tous des artistes, sauf de Bussert qui est resté 150 ans en arrière. Vous savez, ça fait un petit peu comme un certain ministre de la Culture qui a refusé un jour de faire une ouverture d'exposition en disant, moi je ne fais pas une ouverture d'exposition de la préhistoire. Oui, c'est Jacquelin. Oui. Ah, bah, j'avais oublié son nom. Ça ne pouvait être que lui, nous avions deviné. Ouais. Donc, les Beaux-Arts d'Orléans, j'ai donc quitté les Beaux-Arts d'Orléans et je suis revenu à l'atelier des Tempes. Voilà. Et nous avons appris ensemble beaucoup de choses, enfin vous m'avez appris plutôt beaucoup de choses avec Jacques et François et Geneviève, aussi bien l'anatomie que la perspective, que les couleurs, enfin la décomposition des couleurs. Vous savez, vous êtes très fort pour inventer des machines qui décomposent la couleur, qui nous expliquent tas de choses. Vous vous rappelez la première fois que vous aviez vu un compact disque? Vous étiez arrivé à l'atelier avec ce compact disque en disant « Regardez comme c'est extraordinaire, il y a toutes les couleurs de la création ». C'est vrai qu'on s'émerveillait devant des choses comme ça. En fait. C'est ce qu'on appelait autrefois un réseau. Les savants appelaient ça un réseau, ça valait extrêmement cher.
2 cm² de réseau valaient une somme considérable. Maintenant, tous les CD sont des réseaux énormes et superbes. Enfin, c'est magnifique. C'est réjouissant de voir les composantes de la lumière blanche. Vous savez que c'est Saint-Augustin qui a eu l'intuition avant Newton de dire que la lumière était la reine des couleurs. C'est quand même pas mal en 403, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai énormément travaillé, nous avons tous énormément travaillé. Je crois que, en fait, il faut faire ses armes. Je pense que c'est en faisant des kilomètres de carrés de peinture qu'on arrive à faire quelque chose. Voilà, il y en a qui sont plus ou moins doués, il y en a qui sont pas faits pour ça, mais comme certains autres ne sont pas faits pour l'haltérophilie ou sont pas faits pour... Je pense que... Et la preuve, voyez-vous, que ce n'est pas un art d'enseignement magistral, c'est que la peinture ne s'est jamais enseignée que dans un atelier. Il n'y a aucun autre exemple. Non, c'est impossible. Lautrec a commencé avec Bala, qui était un peintre brésilien, qui lui a donné des trucs pour le dessin, mais ce qu'il lui a donné, justement, c'est certainement ce qu'il y a le moins bon dans son œuvre. Mais enfin, peu importe, il lui a appris quand même, il lui a mis le pied à l'étrier, et c'est bien dit, puisque le cheval a eu cette importance énorme dans sa vie. Un petit peu. Et certainement, heureusement qu'il a commencé avec quelqu'un qui s'y connaissait. Ça s'apprend de différentes manières, en fait. Je pense à ça, c'est tout à fait autre chose. Mais tout à l'heure, vous parliez de Léonard de Vinci à propos des nuages, etc., etc. Et vous parlez de temps en temps pendant les cours, vous auriez pu rester chez vous parce que vous auriez pu faire ce portrait par téléphone, en fait. Oui, alors c'est ceux, justement, qui se servent de leur vision pour identifier les objets. Alors il regarde, il dit tiens, c'est une dame qui doit avoir dans les 45 ans, elle a un chapeau que je trouve très vilain et elle ne sait pas bien se maquiller. Mais ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la peinture. Un vrai peintre, quand il vient de voir, il fait le portrait de la plus jolie femme que vous puissiez imaginer, si un ami lui demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, il dit j'ai fait un portrait. Il dit mais de qui? Oh je ne sais pas, mais enfin il y avait des violets et des roses qui n'étaient pas vilains. C'est ça la réponse d'un peintre. Celui qui a vu autre chose, c'est ce qui mettait Goya dans tous ses états, d'ailleurs. Ça le mettait en fureur. Quand il avait peint la Duchesse d'Albe, il y avait toujours des camarades pour avoir un clin d'œil rigolard et pour lui dire tu t'es pas ennuyé. Ça le mettait dans des colères absolument épouvantables. C'est énervant, il faut dire que c'est énervant ça. Et c'est horripilant d'ailleurs, parce que justement pendant tout le temps où il a fait ces 2 portraits, la Maya Vestituda et la Maya Denuda, eh bien, je demande pardon pour l'accent espagnol, je demande pardon François. Eh bien, pendant ce temps-là, il n'était que peintre, c'est tout à fait évident. On peut dire peut-être pour l'anecdote que ce n'est pas toujours le cas. Delacroix, dans son journal, avoue quelques faiblesses quand il peint les massacres de Kyo. Non, mais ça ne se voit pas sur les tableaux. Ça ne se voit pas sur le tableau, mais il est obligé de dire que vraiment, vous savez, le modèle qui est à droite, tout à fait, qui est d'ailleurs un corps ravissant, il lui inspire des distractions. Il est obligé de poser la palette quelques instants. Ouais. Bon. D'accord. Alors, donc, en fait, après, ça me fait dire qu'il y a 2 peintures. Il y a celle de Léonard de Vinci, qui est un petit peu intellectuelle, où on peut faire le nuage, etc. Et puis, vous parliez tout à l'heure de la photo des indigènes qui ne se reconnaissent pas. Est-ce que vous pensez qu'un indigène qui ne se reconnaît pas sur une photo ferait un bon peintre? Il ne faut pas dire indigène, c'est plus bien. Je ne sais plus ce qu'il faut dire. Un homme premier, je ne sais pas. C'est une personne habitant aux antipodes. D'accord. Une personne antipolaire. Alors, en fait, cette personne en question, est-ce que vous pensez que comme un aveugle, quelqu'un qui n'aurait jamais eu alors, c'est la question de Leibniz. Oui, je sais. Et alors, est-ce qu'il se ferait un bon peintre ou pas? Alors, la question de Leibniz, elle est encore plus vicieuse que ça, je dirais volontiers. Voilà, il s'agit d'un aveugle à qui on a appris à reconnaître par palpation un cube et une sphère. Il recouvre la vue. On lui montre une boule de billard et un dé à jouer, est-ce qu'il va les reconnaître? Alors les avis sont très opposés. Vous savez, Mersenne pensait qu'il les reconnaîtrait, Leibniz pensait qu'il ne les reconnaîtrait pas. Alors là, il y en a un gros volume pour les différentes théories émises sur cette question que vous soulevez et qui est considérable. Alors ça, on ne sait pas du tout quel rapport secret il peut y avoir entre la palpation et la vision, c'est-à-dire l'impression rétinienne. Tout ça est très compliqué. Je vous conseille, et je conseille à tous les peintres
de lire la dioptrique de Descartes, même s'ils en comprennent ce que j'ai compris, c'est-à-dire pas grand-chose, un peu d'écume, eh bien malgré tout cette écume est savoureuse. Ils verront que Descartes analyse parfaitement la vision rétinienne et la vision de l'aveugle. Il fait des rapports tout à fait étonnants d'une pénétration prodigieuse entre la palpation du bout de la canne qui donne en effet une image, et dit-il, elle est aussi réelle que l'image rétinienne. Il y a là d'ailleurs une affirmation prodigieuse, extrêmement en avance sur toutes les idées qu'on pouvait avoir au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, au début. Il est évident que cette relation-là, eh bien, je n'ai pas absolument de moyen de vous trouver une raison, mais je crois surtout que le regard du vrai peintre est celui qui se débarrasse le plus de l'examen préconçu et de toutes les vérités avec lesquelles on arrive devant le modèle. C'est au fond une ingénuité. Ça, je le crois tout à fait. Et puis, contempler sa palette, c'est toujours le conseil que je vous ai donné à tous, que j'avais reçu moi-même de Delacroix. Le peintre doit contempler sa palette comme un guerrier son armure. C'est-à-dire que c'est un combat qu'on va livrer et savoir qu'on doit sa défense entièrement à cette palette garnie de couleurs et qu'en dehors de ça, vous pouvez avoir toutes les intentions que vous voudrez. Il ne passera rien qui ne puisse être seulement un assemblage de surfaces colorées. Geneviève, vous êtes là depuis le début, avec une constance, un dévouement, puisque vous êtes dévoué à beaucoup de causes servant l'atelier, et vous êtes une présence certainement beaucoup plus indispensable que la mienne. La preuve en est, c'est que l'année dernière, je ne pouvais pas pour raison majeure, et l'atelier a subsisté. C'est grâce à vous. C'est grâce à Jacques, François, Christophe et vous. C'est tout à fait évident, parce que je vous le disais tout à l'heure, un enseignement, ce n'est pas un professeur, c'est un climat d'atelier. Et ce climat d'atelier, je n'ai fait que vous retransmettre ce que j'avais compris de l'atelier de Maurice Denis. Il y a donc une succession que je trouve, finalement, qui vaut la peine d'être vécue. Comment avez-vous... Quelle était votre intention? Alors, Geneviève de Croix, c'est ça? Oui, artiste Geneviève. peintre. Et de l'école des Tempes, notamment, si j'ai bien compris. Qui est arrivé à l'atelier lors de la première séance d'atelier avec François, je crois. On était vraiment là, ça se passait encore à Anne de Pisseleu. Et on a commencé à faire du portrait le dimanche matin, dès la première séance. Au départ, je suis venue avec mes fusains. J'ai pas commencé la peinture tout de suite, parce que pour moi, ça me paraissait très, très compliqué, la peinture à l'huile. Donc, des bouts de fusain. Et petit à petit, j'ai voulu faire aussi de la peinture, mais à ma mesure. C'est-à-dire que pour moi, les musées, c'était quelque chose de très impressionnant. Et j'ai toujours eu le sentiment de faire une peinture, mais une petite peinture. Oui, mais ça, vous êtes mauvais juge. Je n'ai jamais fait des grandes machines, des grands tableaux. Je fais des petites choses, des petites natures mortes, des petits portraits. Vous avez pris un métier, et puisque vous êtes cartographe, qui n'est pas sans rapport. Pas sans rapport avec... La perspective, c'est une cartographie de la troisième dimension. Tout à fait. C'est aussi simple que ça. Et vous savez mieux que personne, comme il est embêtant que la Terre soit un globe, il n'y a pas moyen de la figurer. C'est insupportable. De la mettre à plat, c'est très Si difficile. c'était plat, enfin, ce serait merveilleux, Bien on sûr. s'entendrait. Oui. Mais là, il n'y a pas moyen. Les projections sont fausses, on n'arrive jamais à s'y retrouver. Et on invente toujours de nouvelles projections polaires. Ou, Oui. Je crois que maintenant, on ne peut plus en inventer d'autres. on ne peut plus en inventer d'autres. Non, Donc je voilà, pense pas. on a fait le tour et toutes sont mauvaises. Il faut trouver la moins mauvaise pour le sujet qu'on a à traiter. On prétendait que c'est la projection de Mercator qui avait fait perdre la guerre à la Wehrmacht en Russie. Parce que les généraux
évalué très mal les distances, attendu qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche du pôle, tout est faux. De plus en plus grande. Oui. Ah, tout est faux. Et il semblerait que ça les ait abusés au point de perdre la guerre. Je crois que c'est surtout le froid. Non, pour moi, donc, vous m'avez appris à voir de façon juste. Et vous nous avez appris aussi à les rudiments, c'est-à-dire à tenir une palette correctement, à faire nos tons, à tenir des pinceaux du bout du manche, ce que ne font pas les peintres qui travaillent seuls de leur côté. Bien sûr. Donc c'est une constante, je veux dire. Tous les amateurs qui viennent, la première séance, ils ont leur palette à l'envers. Il y a une espèce de fatalité absolument extraordinaire et ils tiennent leur pinceau, bien entendu, par la virole. Alors ça, évidemment, même si vous n'êtes pas là, je sais les reprendre sur ce plan-là. Oui, et pour pas que vous vous mettiez en colère, parfois on leur dit « mais non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Ah, il y a une espèce de constante là, qui est très curieuse, ça doit s'expliquer. Je n'ai pas encore la solution. Et puis vous nous avez appris à tenir très correctement nos pinceaux, à avoir cette sûreté dans la main qui est importante. Ah bah bien sûr. Parce que lorsque l'on tient un pinceau comme un crayon pour écrire, on ne peut pas obtenir cette justesse. Ça, ce n'est possible que lorsque l'on tient le pinceau vraiment du bout, c'est le pinceau qui nous accroche à la toile parfois. Exactement. Et on devient spectateur. Oui. Il faut être spectateur de soi-même. C'est le seul moyen d'avoir cette distance indispensable qu'on appelle l'art, finalement. Par conséquent, regardez ces gestes que vous décrivez comme ayant une importance dans votre carrière. Eh bien, ces gestes-là, si vous allez apprendre le violoncelle ou le piano, il est évident que c'est évident. On commence par là. Bah, évidemment, comme si vous prenez l'archet, vous allez le prendre du mauvais sens. Il n'y a pas de doute. On vous dit qu'il faut le prendre comme ça, l'attaquer par le bord. Toutes choses qui ne sont pas du tout évidentes. On n'irait pas jusqu'à mettre le violoncelle sur la crosse, mais enfin, c'est tout juste. Bon, bah, toutes ces choses s'apprennent, toutes ces choses se disent. Pourquoi le mépris pour la partie artisanale? Je veux bien que la partie artisanale ne soit pas la première de l'art. Du point de vue artisanal, Van Gogh en sait moins que Bouguereau. Bon, c'est tout à fait évident, ça. Mais Van Gogh avait quand même une partie artisanale suffisante pour dire justement sa différence. Parce que si vous n'avez pas le métier, vous ne pouvez même pas dire que vous êtes différent. Vous ne pouvez rien dire du tout. François, est-ce que tu as amené quelques-unes de tes œuvres qu'on pourrait passer? Non, j'ai oublié. Non, mais il y a un site, alors voilà, peut-être qu'on peut se pencher sur un site. Il y a un site, bon. Une fois que la visioconférence sera mise en ligne, on mettra en même temps les coordonnées des sites de tous les artistes qui surtout pourront en avoir, peut-être en passer de quelques-uns. façon à ce qu'on puisse... Là, on ne peut pas en passer. Non, surtout que Si vous voulez. j'ai un peu peur maintenant de faire passer mes choses sur le net. Parce que la dernière fois qu'on a fait une émission, les gens, après, j'ai reçu des trucs comme quoi on était vraiment trop académique, que trop de métiers Oui, tuaient mais c'était un compliment, que tout trop de ça. métiers tuaient Mais c'est parfait. l'imagination et Oui, autres. mais vous Donc savez, maintenant, j'ai un peu peur Le public de... des internautes sont des gens qui sont très liés à l'image, ils sont très liés à la forme et pas au fond. Bon. Donc, Ah, mais il y a- c'est il y a- pas... il y a du c'est fond. pas Non, mais on a normal, aussi quand même affaire à des gens qui sont des futurs critiques d'art et voilà. Ouais, des critiques d'art, Non, mais c'est un compliment extraordinaire d'être démodé, voyons. Non, c'est pas seulement être démodé, c'est que peut-être effectivement, si on veut élargir un peu, juste dans le cadre de ce qu'on a pu apprendre, et donc finalement dans ce qu'on doit peut-être transmettre, ça c'est aussi une question quand Christophe parlait des Beaux-Arts d'Orléans. Moi j'ai eu la chance en même temps d'être à l'école des Temples, Et tu as d'être été enseignant, aux Beaux-Arts d'Orléans, professeur. aux Beaux-Arts d'Orléans. Malheureusement, vous êtes enseignant aux Beaux-Arts d'Orléans. voilà, non, j'ai été, avez été, je d'accord. suis allé 4 années enseigner ce que j'apprenais par ailleurs à Étampes. Et justement, l'intérêt peut-être c'est de constater à quel point quand on a reçu quelque chose et qu'on a l'impression d'être dans une certaine vérité, ou tout de moins dans la vérité qu'on a apprise et la vérité qu'on ressent, on est plus apte à retransmettre et à partir du moment où, comme tu l'as fait toi, avec beaucoup de sincérité et beaucoup de vécu, ce qui nous a finalement énormément frappé à l'école des Tempes, et c'est surtout une personnalité,
une peinture, un homme qui croyait en son travail. Finalement, le gros problème de l'enseignement actuellement, c'est que plus personne ne croit en ce qu'il enseigne, et que peut-être qu'on enseigne des choses qu'on ne sait pas faire, comme disait je ne sais plus qui. Donc finalement, quand j'étais professeur, bon, j'avais 25 ans, donc je ne peux pas dire que j'avais une autorité de professeur de beaux-arts très établie. Néanmoins, c'est vrai que j'avais des élèves qui maintenant encore me contactent en me disant que les 2 années ou les 3 années que j'ai enseigné aux Beaux-Arts d'Orléans ont été pour eux assez fondamentales. Je ne ramasse pas des éloges pour ça. Simplement, moi, je vivais mon métier de peintre et par ailleurs, j'essayais de retransmettre justement les erreurs. Moi, je crois que la seule chose vraiment fondamentale qu'on ait reçue, c'est d'éviter les erreurs communes. Tu l'as dit, j'espère que les gens ont bien saisi, parce que je crois que c'est extrêmement intéressant de faire le catalogue des erreurs, et finalement nous la partageons, c'est ça qui est merveilleux. Donc c'est un rapport que nous avons avec l'étranger. Le premier qui vient va commettre les erreurs de ceux qui ne savent pas. C'est un lien merveilleux. Certaines religions appellent ça le péché originel. Sans faire absolument de liaison, mais il y a certainement beaucoup de ça. Nous avons une sorte de racine commune qui est l'erreur. Et cette erreur, là, il s'agit d'erreurs pratiques dans l'exercice d'un art bien particulier, mais que cette erreur soit aussi universelle, je trouve, c'est un moyen de s'assurer qu'on peut communiquer quelque chose. Autrement, on ne pourrait pas communiquer. Il y a une chose aussi qui me paraît impressionnante, c'est assez fondamental, c'est là je reviens d'Amsterdam où j'ai passé le week-end et j'ai vu, je suis retourné au musée Van Gogh et c'est impressionnant l'admiration que Van Gogh pouvait avoir pour Millet. Et ça devrait quand même poser des questions essentielles. Et pour Delacroix. Mais Millet, il a été tellement tourné en désuétude, en réalité, et ça représente quand même une forme de classicisme énorme, à savoir que les peintres, finalement, qui ont apporté énormément de choses et qui ont été les plus révolutionnaires, sont finalement les gens qui ont été le plus respectueux de ce qu'ils ont reçu, et que jamais il y a eu table rase. Et peut-être que ce qui est l'art moderne, en comparaison avec l'art contemporain, ce que dit très bien une femme qui vient d'écrire un livre récemment. Oui, remarqueur. Ouais. Sur la posture. C'est que c'est finalement bon, il y a une continuité. L'art moderne, finalement, on peut dire qu'on s'inscrit nous dans l'art moderne, et pas du tout dans l'art contemporain. Il faut être indulgent pour l'art contemporain. L'art contemporain manifeste une humilité extraordinaire, puisqu'il ne parle plus de beaux-arts. Art contemporain. Mais l'art de fabriquer des chaussures, l'art de goudronner les routes, on dirait que Soulages se sont concernés par l'art de goudronner les routes, mais sans aller jusque-là. Il est évident que dès l'instant qu'on enlève l'adjectif beau, tout est possible et tout est permis. C'est une grande humilité, je trouve, de l'art contemporain, justement, d'avoir renoncé à la dignité d'être un des beaux-arts. Et nous le revendiquons hautement. Même si, bien entendu, nous sommes seulement des impétrants qui peut-être n'ont fait que quelques pas. Mais il vaut mieux faire quelques pas vers la lumière que de se mettre un capuchon sur les yeux. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire de... Est-ce que, par exemple, ce que souvent j'ai développé avec vous, c'est-à-dire un probabilisme, est-ce que ça te semble justifié dans ce que tu as vu, c'est-à-dire indépendamment de la vraisemblance des objets, de leur signification, je dirais volontiers prosaïque, est-ce qu'il n'y a pas des grandes lois de la vraisemblance? C'est-à-dire que l'ordre des valeurs, l'ordre des couleurs, ne peut pas obéir à n'importe quelle fantaisie, et que la fantaisie conduit toujours au dérèglement, par conséquent à l'erreur. C'est ce que j'appelle le probabilisme. Je voudrais en dire 2 mots avant de demander à Jacques son expérience. Ce que j'appelle le probabilisme, eh bien, il existe dans la perspective. Je n'abuserai pas davantage de votre patience. Et voilà comment je pose le problème. Voilà un peintre qui vous fait une allée d'arbres, et j'ai dit d'arbres, une allée d'objets, qui sont tous de la même taille. Et il vous dit, vous voyez, c'est une belle perspective. N'importe qui va lui dire, c'est pas possible, puisque
l'objet qui est au premier plan est aussi grand que celui qui est au fond. Et quand vous dites ça, eh bien, vous postulez la vraisemblance. C'est-à-dire deux choses, que d'abord les objets qui sont alignés sont de même nature, par conséquent à peu près de même dimension, et que l'espace qui les sépare les uns des autres est à peu près constant. Si vous n'avez pas cette adhésion à la vraisemblance, il n'y a pas de perspective. Si vous faites un personnage beaucoup trop grand à l'arrière-plan, qui visiblement ne tient pas dans la perspective correcte, et si vous me répondez, bah oui, mais il s'agit de nains au premier plan, et là c'est un géant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ce n'est pas vraisemblable. Or, lorsque vous mettez un ton qui ne tient pas dans un tableau, eh bien, je me souviens, Maurice Denis disait, le ton ne tient pas. Et je me posais de grands problèmes. Je me disais, mais après tout, si le rouge qu'on a mis là par erreur était le rouge particulièrement effrayant du chapeau de la personne qui est représentée au premier plan, on a bien le droit. Eh bien non, on n'a pas le droit. Alors là, on l'aborderait, mais c'est un autre problème, il faudrait beaucoup de temps pour le développer, on amène le problème de la cohérence et de la vraisemblance du spectre de la lumière envisagée dans une certaine situation. Or, le spectre de la lumière interdit certaines couleurs, certaines intensités de ton, si d'autres sont énoncées avec une certaine intensité et une certaine densité. Il y a impossibilité, ou alors il faudrait user de lumière monochromatique, user de tout un tas d'artifices qui ne sont pas ceux de la lumière naturelle. Et c'est tellement vrai, j'en terminerai ainsi, que Paz et Silva, vous savez, qui a fabriqué des tubes à peu près dans le monde entier, eh bien, lorsqu'on insistait un peu pour savoir la composition de sa lumière et qu'on cherchait à se rapprocher de celle du Soleil, vous répondait avec un sang-froid extraordinaire. Vous voulez la lumière des îles Baléares, la lumière au sommet de l'Everest ou la lumière dans les plaines du Texas. Ils avaient donc le diagramme, ils avaient donc la figuration exacte de la répartition chromatique dans ces différentes lumières, qui sont toutes en effet très différentes, mais qui sont cohérentes, qui sont vraisemblables, parce qu'il y a en nous un sentiment qui admet la vraisemblance, c'est la reconnaissance du vrai. Et cette reconnaissance est un goût, ubi sapit veritas. Il ne s'agit pas de définir la vérité par des éléments intellectuels, il s'agit de savoir quand ça a goût du vrai. Eh bien, la bonne peinture a goût du vrai. La peinture inventée, la peinture fabriquée n'a pas goût du vrai. Elle ne connaît pas la perspective, elle ne connaît pas l'entrelac, qui est aussi une des lois essentielles, puisque notre vision, c'est-à-dire l'ordre des simultanés, pas avoir l'air de pédant que je ne suis pas, mais il s'agit tout de même, notre travail, c'est de mettre en ordre les simultanés. Eh bien, l'ordre des simultanés exige d'abord et avant tout la perspective et l'entrelac. C'est-à-dire que ce qu'on veut voir, on ne le voit jamais, il y a toujours quelqu'un devant soi. Vous avez remarqué, quand il y a un spectacle particulièrement intéressant, vous êtes tranquille, même au spectacle, il y a toujours quelqu'un devant vous dont la taille vous empêche de voir le spectacle. Par conséquent, c'est courant, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'entrelac. Et une peinture qui n'est pas entrelacée, je n'aborde pas le domaine de la composition, nous en aurions pour plusieurs heures et je n'aurais pas la force, mais vous verriez que toutes ces choses correspondent à des connaissances que l'on peut communiquer et qui n'altèrent en rien la liberté totale du créateur. Vous savez, puisqu'il parle de création, il faudrait parler du procréateur déjà. Je trouve que ce serait plus correct. Jacques, quel a été, je sais bien que vous étiez les premiers, nous avons fait ensemble des sérigraphies. Que n'avons-nous pas fait? Et dans cet atelier où nous étions au début très peu, mais nous venions presque tous les jours. Quels sont vos souvenirs? Alors Jacques Rau, artiste peintre, président de l'association des chercheurs d'art,
Ce qui serait gentil, c'est de dire un petit mot aussi sur l'association. Peintre de l'armée, juriste. Voilà, juriste, donc de formation. Les premiers souvenirs que j'ai de l'atelier que vous avez fondé sont des souvenirs évidemment anciens. Et ce qui m'a frappé, parce que c'était pas l'idée de l'enseignement que l'on pouvait avoir, c'est que vous aviez décidé, et c'est une des questions à laquelle vous pourriez répondre, c'est de transmettre ce que vous aviez à transmettre par l'art du portrait. Et ce qui est bien différent de l'art de la composition, qu'on pourrait évoquer. Et dans cet enseignement sur apprendre à faire un portrait, il y a les mêmes règles que dans tout art de création. Mais ce que j'avais noté et que vous avez encore dit tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas le droit. Et ça, c'est quelque chose qui est l'essentiel dans l'enseignement. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais je crois que ce serait intéressant que vous puissiez le dire dans les portraits. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas considérer que certains portraits, même très déformés, de Picasso par exemple, ce sont de bons portraits que vous aimez, que vous admirez? Et pourquoi a-t-il eu le droit? Est-ce qu'il a franchi une frontière? Je fais exprès de mélanger tout, parce que je sais très bien que c'est volontairement confus la façon dont je l'exprime, mais qu'est-ce que vous pouvez vous dire clairement à ceux qui vous écoutent pour comprendre que l'enseignement du portrait déclenche... Peut être universel. Peut être universel pour l'enseignement de l'art. Eh bien, je répondrai très simplement que c'est l'ambiguïté, justement, qui est plus grande que pour toute autre chose. Lorsque le peintre connaît son métier, il sait que quand il fait un nu, par exemple, il fait un portrait du corps. Mais c'est un portrait aussi, mais il s'en rend moins compte. Donc il a une liberté devant l'académie qui est plus grande que devant le portrait. Pour la raison très simple que la sanction de tout le travail va être il est ressemblant ou il n'est pas ressemblant. Ce qui est une notion extraordinairement étrangère à la peinture et qui fait qu'une bonne peinture sera sûrement ressemblante, tandis qu'une peinture ressemblante est souvent une croûte. Il y a là une sorte de chiasma qui se vérifie avec une grande simplicité, et vous voyez comme le portrait est tout de même matière particulièrement sensible, puisque si nous abordons la caricature, les portraits de Dora Maar auxquels vous faisiez allusion de Picasso tiennent compte de cet art à part entière qu'est la caricature. Pour ma part, je crois qu'il reste dans un certain genre, alors que l'infante de Velázquez, elle est dans tous les genres, et qu'elle n'est pas assignée à résidence, comme on dirait. Picasso s'assigne un peu à résidence quand il fait ça. D'abord la rapidité de l'exécution, et au fond, comme c'est un grand dessinateur, et un artiste d'un grand talent, il arrive à être ressemblant. Où est cette ressemblance? En quoi consiste-t-elle? Alors là, il y a tout un livre à écrire sur la ressemblance. Mais justement, le portrait me semblait un moyen, un gradus ad parnassum, justement par son ambiguïté. La nature morte est déjà l'affirmation presque de la peinture pure. Parce que on est sûr qu'en faisant des pommes de terre, des carottes et des pommes dans un compotier, toutes ces choses-là ne pouvaient pas avoir le qualificatif de beau. Tandis que le modèle, ça peut être une jolie femme, ça peut être beau en soi. Alors quelle est l'ambiguïté extraordinaire entre une jolie femme et la belle peinture? Ça n'a évidemment rien à faire, puisque, vous savez, la querelle célèbre que Maurice Denis avait soulevée, la querelle des pèlerins d'Emmaüs au Louvre, lorsque j'étais jeune, eh bien, dans la petite galerie où il y avait le martyr de Saint-Côme et Saint-Damien de Fra Angelico, il y avait en face l'un de l'autre les pèlerins d'Emmaüs de Rembrandt et le bœuf écorché. Alors, c'est la grande ambiguïté comparable à celle du comédien qui fait que la beauté
n'est pas dans la reconnaissance vulgaire de l'objet, mais dans une reconnaissance bien particulière qui est des formes colorées. Alors ça, c'est le sujet qu'a traité Baudelaire dans la charogne, et je signale, puisque le fait est assez peu connu, que la charogne de Baudelaire était un des seuls poèmes que Cézanne connaissait par cœur. Par conséquent, Cézanne n'était pas le paysan auxois un peu brut de décoffrage qu'on veut nous faire croire. Cézanne parlait assez bien, comprenait assez bien le latin, et il était tout à fait un grand amoureux de Baudelaire. Pour être amoureux de Baudelaire, il faut avoir dépassé le stade de Bac plus 5. Enfin, je crois. Non, je dis ça tout à fait incidemment. Quels sont vos autres souvenirs? Des souvenirs, j'en ai des quantités, mais je voudrais d'abord, puisque vous m'y avez invité, madame, parler de l'association, puis cette association qui s'appelle les chercheurs d'art, c'est d'ailleurs un titre que vous nous aviez soufflé, et nous l'avons complété d'un autre, Défense et illustration de la peinture de Philippe le Jeune. Pourquoi? Mais c'est parce que nous avons, il n'est pas difficile de constater que pendant un certain nombre d'années, vous avez très peu montré votre peinture. Vous l'avez... Je persiste. Et quelquefois, vous refusez de la montrer, parce que ça vous ennuie de la montrer quelquefois, parce que c'est beaucoup de travail, c'est sûr. Et justement, un des buts de l'association, c'est de soulager, autant que cela est possible, l'aspect matériel des choses, c'est-à-dire faire une publicité de votre œuvre, collationner des enregistrements, aider à l'édition de plaquettes. On a un objet qui est assez large et qui n'est pas strictement limité à votre œuvre, mais c'est quand même l'essentiel de notre travail et de notre passion. La passion a regroupé beaucoup de monde, puisque nous sommes déjà près de 400 membres dans cette association, sans faire de grande publicité, mais simplement en diffusant à l'aide de plaquettes ou même au moment de Noël des cartes de vœux qui sont éditées et les gens envoient leurs vœux. Et c'est un moyen de diffuser une œuvre. Et diffuser votre œuvre, c'est le moyen de la faire connaître et de la faire connaître dans ce qu'elle a de révolutionnaire et de contemporain. Puisque on voit bien que votre peinture est une peinture absolument classique, qui ne s'est affranchie d'aucune des règles de la peinture classique, et je pense que les grands maîtres du 16e, du 17e, du 18e, du 19e et du 20e diraient « il est des nôtres ». Vous n'êtes pas affranchi justement des règles qui s'imposent aux peintres classiques, à celui qui considère que le tableau et la surface qu'il a respectée. Et vous avez admis le terrain de football et de ne pas aller jouer dans les tribunes, mais vous avez joué sur le terrain. Oui. Et c'est ça que nous avons essayé de montrer au sein de cette association et que beaucoup de gens nous aident à réaliser maintenant. Voilà ce que je voulais dire sur cette association très brièvement. Et en tout cas, on attend et on admet toutes les bonnes volontés et les aides et toutes les idées, notamment de diffusion sur le net, par exemple, aujourd'hui. C'est un moyen de diffusion qui est ouvert au public et qui permet de montrer par d'autres voies que les voies habituelles une œuvre, et la vôtre. Celle qui a suscité notre admiration, car je crois que ce que l'on n'a pas dit dans les souvenirs, c'est que, en fait, on a eu envie de faire de la peinture, bon, évidemment, parce qu'on aimait la peinture des maîtres, mais aussi parce qu'on vous a reconnu comme maître et parce qu'on aimait votre peinture. Et je crois que c'est ça qui a décidé de notre vocation à tous et presque tous. Je ne vois pas d'élèves qui soient restés suffisamment longtemps dans cet atelier ou qui n'aient pas aimé franchement votre peinture. On peut faire une peinture différente, mais il y a une admiration pour votre œuvre. Non, je vous remercie d'avoir souligné que mon œuvre, quelle que soit sa qualité, n'est pas passéiste du tout. J'ai essayé justement de m'interroger. Paul Klee a été un objet de réflexion assez grand pour moi. J'ai admiré profondément Picasso, j'ai aussi admiré certains Matisse. Je n'ai jamais rejeté, si vous voulez, jamais. Mais je pensais qu'il ne fallait pas, dans un rejet, précipiter.
le contenu avec le contenant et qu'il est bon de garder cette prétention, au fond. Vous disiez qu'un des grands maîtres de la peinture voudrait bien attacher quelque importance à ce que j'ai fait. Je n'en demande pas tant. Mais si je pouvais être seulement avoir acquis la qualité pour être apprenti dans l'atelier de Verrocchio, eh bien, le dernier apprenti, vous savez, celui qui broie les couleurs. Et j'aurais pu être voisin de Léonard de Vinci et ça ne m'aurait pas déplu. François, est-ce que tu veux dire? Non, mais moi je pense effectivement, c'est ce qu'on a voulu dire tout à l'heure, si on a commencé si jeune à faire de la peinture, là parfois c'est un doute qu'on peut avoir parce qu'on peut se dire est-ce qu'on a vraiment été fait pour ça? Parce qu'on a rencontré à ce moment-là une personnalité à un âge très important, à l'âge de l'adolescence. On a rencontré une personnalité qui nous a fortement imprégné et finalement on a peut-être plus voulu suivre un exemple et un mode de vie que l'amour de la peinture par elle-même. Enfin, chacun en tout cas peut avoir ses expériences différemment. Moi, je sais que j'ai été très très fortement impressionné par une manière de vivre, par une manière de penser, par la façon dont tu m'as fait voir la peinture, parce qu'il y a un âge aussi, c'est extrêmement important. Je me souviens d'une visite au Louvre, j'étais vraiment très jeune, et peut-être j'ai vu la peinture parce que tu m'as appris à la voir. Et c'est certain que si j'avais pas rencontré ça, j'aurais peut-être jamais vu la peinture de cette façon-là. Donc c'est pour ça que les choses sont toujours très compliquées. Et peut-être aussi si je t'ai accepté, c'est peut-être aussi parce que j'avais envie d'être peintre, bon, et de faire de la peinture. Donc on est en train de se... Tu me rappelles la visite au Louvre qui a failli mal se terminer, parce que ceux qui sont habilités à faire des visites guidées dans le Louvre m'ont fait savoir par le gardien que je faisais un attroupement que je n'avais vraiment pas provoqué. Vous étiez juste quelques-uns autour de moi, et puis comme les personnes aiment bien qu'on leur parle peinture, au fur et à mesure c'est agglutiné pas mal de gens, et on a cru que je faisais de la concurrence aux conférenciers du Louvre, ce qui n'était vraiment pas mon intention. Voilà, mais la remarque que tu fais, j'y souscris tout à fait. On fait de la peinture pas pour faire de la peinture, pour avoir une vie de peintre. Et ça, je crois que c'est très différent et que c'est ça qui est l'important. L'important, c'est de se dire, est-ce que ce mode de vie est celui qui me conviendrait et celui que j'ai envie d'avoir? Et c'est comme ça qu'on peut se décider. Je crois qu'on devient organiste quand on a envie de mener la vie d'un organiste. Mais on ne tombe pas amoureux d'un orgue ni d'une palette. Alors après, évidemment, cet apprentissage, disons, a aussi ses inconvénients. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'ambition qu'on va avoir et le regard qu'on va apporter sur notre propre travail va devenir de plus en plus difficile, parce que plus on apprend, plus on sait, et plus c'est difficile de suivre. C'est ce que disait Degas, quand on ne sait pas, c'est très facile, dès qu'on sait un peu, ça devient impossible. Donc finalement, est-ce qu'on n'a pas trop appris, ou est-ce qu'on sait justement la technique que finalement on a acquis à un moment ne devient pas un handicap? Bon, tout ça, ce sont des questions qu'on doit résoudre. François, est-ce que j'ai souvent employé le mot technique? La technique en peinture à l'huile, c'est pas grand-chose. Non, mais la technique, on l'a appris nous-mêmes, à force d'en faire et à force de barbouiller, ça c'est sûr. Il y a une cuisine. Mais c'est vrai que le plus important, ça a été d'apprendre à voir des formes, des couleurs. Exactement. Je vous ai transmis ce que j'avais appris à l'atelier d'art sacré. D'ailleurs, plus dans la théorie, nouvelle théorie, charme et leçon de l'Italie, qu'à l'atelier lui-même, où Maurice Denis ne venait que tous les 10 jours à peu près. Je crois que autant qu'apprendre ce qu'il faut faire, je crois qu'il faut apprendre surtout à éviter les pièges et les choses qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'il faudrait un dictionnaire des erreurs classiques. Dictionnaire des erreurs. Voilà. Alors, si vous le permettez, parce que malheureusement le temps tourne, je vais donner la parole à des invités qui pourront vous poser des questions, si vous le permettez à tous. Et j'aimerais surtout dire bonjour à une personne que vous connaissez sans doute, qui est Marie-Amélie Anctil. Bien sûr. Qui a donc créé, qui est à l'origine du Dynamite d'Art et Art, qu'on apprécie beaucoup, qui est intervenue 2 fois lors de visioconférences vraiment très très intéressantes, notamment une sur les musées.
Enfin, c'est le conservateur du musée, où elle était avec le conservateur du musée. Morizoni. Elle-même, oui, et puis la nouvelle conservatrice du musée Morizoni, et il y avait aussi la conservatrice du musée de Barbizon qui, comme elle, avait créé le musée. Donc c'était deux personnes très très intéressantes. Alors Marie-Amélie, donc je vous donne la parole si vous avez des choses très certainement intéressantes à nous dire. Si vous pouviez venir vous asseoir peut-être, ou même avec nous ici, si vous voulez. Voilà. Ouais. Je souhaiterais vivement qu'il y ait une... Vous m'entendez? Oui, très bien. Qu'il y ait une exposition sur Philippe le Jeune prochainement dans un grand musée. Et enfin, je ferai tout en mon pouvoir pour l'organiser. Mais je pense qu'en effet, au musée du Prieuré, ce serait un très bel endroit dans la mesure où c'est le musée de Maurice Denis. Et je n'ose c'est un même peu pas la grande question envisager que je une pareille pose. grâce. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ose même pas envisager une grâce aussi importante. On peut traquer Agnès Delannoy, vous voulez dire? Il faut la traquer, il faut la réinviter. Pour moi, je me souviens de l'honneur que vous m'avez fait en venant avec M. Bois assez fréquemment dans l'atelier. Je n'oublie pas. J'ai un grand bonheur à venir visiter votre atelier, à admirer vos œuvres. J'aime beaucoup ce que vous faites et j'étais vraiment très impressionnée. Je viens d'entendre qu'il y avait un nouveau musée qui venait d'ouvrir à Paray-le-Monial. Oui. Je me disais, enfin je l'ai appris tout à l'heure d'ailleurs, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant justement de les contacter pour présenter vos œuvres. C'est l'Emmanuel, je crois. C'est la congrégation de l'Emmanuel qui Je ne sais pas, c'est un musée sur l'art religieux. Sur l'art religieux. C'est ça. Je crois que c'est un nouveau musée qui vient d'ouvrir et qui est très beau. Et je me dis que ça vaudrait peut-être le coup d'essayer. Enfin, je l'ai appris il y a une heure. Je ne demande pas mieux. Maurice Denis faisait tout à fait la distinction entre art religieux et art sacré. Pour lui, Absolument. toute forme d'art avait un caractère sacré, mais tous n'étaient pas forcément religieux. Absolument. Bien que, au second niveau, il faut bien reconnaître qu'il y a une convergence. Si on ne converge pas vers l'inconnu multiple, qui est la seule vérité que nous partageons avec les autres de notre espèce, eh bien, l'art se réduirait singulièrement. Il y a une sorte de postulat. Nous connaissons le mystère. Et au fond, l'artiste ne fait que communiquer ses doutes. Ces doutes qui peuvent devenir un beau doute, puisque c'est comme ça, vous savez, madame, que Platon appelait la beauté. Kalos, gar ou kildinos, c'est un doute, mais il est beau. Alors, est-ce que Marie-Amélie, donc, voulait... Moi, je voulais dire aussi qu'il y avait une chose qui m'avait beaucoup étonnée dans l'art de Philippe le Jeune, c'est qu'il commençait très souvent par un art abstrait, par des couleurs, par une mise en place de couleurs, de lumière, et avec ça, après, il retourne à la figuration. Et je trouve que c'est une façon de faire, une démarche qui est très originale et qui est très impressionnante. Voilà. Je vous remercie, madame, je vous remercie, ça me touche beaucoup, parce que c'est la stricte vérité. Mais Marie-Amélie est une femme extraordinaire qui a fait beaucoup pour... qui a fait beaucoup pour qui continue d'ailleurs à tout faire pour essayer de mettre en valeur des artistes vivants, contemporains. C'est la stricte vérité. La réalité s'insère dans du probable. J'établis somme toute un piège que j'appelle la probabilité, c'est-à-dire les lois de la composition, de l'entrelac, de la perspective, de la dioptrique et également de l'analyse des couleurs, de la colorimétrie. Toutes ces différentes connaissances, en se conjuguant, rétrécissent le domaine de l'aventure et finalement ne peuvent converger que dans un réel. Le postulat que vous avez admirablement saisi, je vous en remercie, je suis très sensible. En effet, je commence par du barbouillage. Parler de barbouillage. Alors, Bernard Bois, donc tout le monde Voilà. est ici, critique d'art et ami d'art et art. Oui, je voudrais poser une question, enfin surtout, comme il y a présent 4 de ses élèves, pour moi c'est un grand plaisir de leur dire qu'à chaque fois que je rencontre Philippe Lejeune dans son atelier à Étampes, le maître a tellement un grand savoir
Quand on parle aussi bien de la Francesca ou de Maurice Denise, ce sont plein d'émotions et son travail récent est très influencé par l'art de vitrail. Et justement, je voudrais savoir, est-ce que M. Philippe Lejeune parle de vitrail? Parce qu'il a réalisé beaucoup de vitraux et récemment encore, et je voudrais qu'il évoque ce sujet qui est très important dans son travail. Oui, c'est vrai, c'est vrai, le vitrail que j'ai pratiqué pendant 12 ans a eu un avantage, je vais vous dire, c'est qu'il intriguait François Legrand, qui voyait son oncle, avec moi, exécuter des vitraux, et c'était probablement pour quelque chose dans sa vocation. Eh bien, je n'en suis pas mécontent. Si le vitrail que j'ai fait n'avait servi qu'à ça, il n'aurait pas été tout à fait inutile. Mais c'est vrai que le vitrail m'a appris des choses, le métier de peintre que j'avais beaucoup moins, bien que fondamentalement tout de même l'art des tracés, que je préfère à l'art du dessin. Le dessin, c'est un art à part. Mettons l'art du tracé, c'est-à-dire l'art des contours, qui n'est pas forcément l'art du dessin. L'art des contours est prodigieusement utile dans le vitrail, puisque à moins de faire des morceaux de verre dans le plus grand hasard et qui se rencontrent par chance, eh bien, on décide de mettre telle surface à côté de telle autre, et ensuite le vitrail est totalement peint, contrairement à l'idée répandue que les verres ne sont pas peints. La coloration du verre, elle, n'est pas une peinture, nous sommes tout à fait d'accord. Le verre est coloré dans la masse, mais il est recouvert de peinture, un émail noir, qui est de la batiture de fer d'ailleurs, et qui vers 600 degrés se combine au verre pour donner un alliage extrêmement résistant et qui fait toute la vie du vitrail. Si vous mettez des verres les uns à côté des autres sans cette peinture, ça n'a à peu près aucun intérêt. C'est un intérêt des couleurs, comme était autrefois la vitrine des marchands de couleurs, vous savez. C'est des belles couleurs. Les gens trouvent que c'est des belles couleurs. Remarquez, le peintre verrier, vitrerie plutôt, vitrerie en tout genre, qui mettait cet assortiment de couleurs sur sa vitrine, ne savait pas que parmi les petits rectangles, il y avait un clin. On ne lui avait pas encore expliqué. Maintenant, évidemment, il serait très fier. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Oui, non? Est-ce que la peinture vous semble enseignable? Ou bien est-ce que c'est une sorte de don donné par l'esprit et qu'on ne peut qu'altérer par les conseils? Voilà un petit peu la question qui se pose. Et qui se pose réellement, vous savez. Bien sûr, je vous en prie. Mais s'il vous plaît, il faut appuyer sur ce petit bouton. J'ai remarqué Là, ici. Voilà. Oui. Et j'ai remarqué que dans l'histoire de la peinture, souvent le peintre, il se représente au même dans les tableaux. J'aimerais savoir quand est-ce que on aura cette volonté de participer nous-mêmes de l'œuvre d'art et de nous intégrer à la peinture et faire corps avec elle. Bon, alors c'est une question qui est en effet intéressante parce que je me souviens de cette dame qui, voyant les autoportraits de Van Gogh, disait « fallait-il qu'il se trouve beau pour se faire si souvent ?» Je ne crois pas que c'était un jugement excellent. Je crois que c'est une question de cariotype. On peint son cariotype. Et fatalement, ça vous ressemble ou à ceux que vous aimez ou à ceux auxquels la vie vous a donné l'importance qu'elle occupe dans votre vie. Évidemment, la figure de mon père revient souvent, de mes filles, de tous ceux que j'aime. Vous avez passé tout à l'heure des images, j'aurais pu les nommer. Il y avait Bérénice, naturellement, Sophie, Valérie, quelquefois, et souvent, très souvent, mon père. Mais ils viennent, je dirais volontiers que je ne les appelle pas. Ils viennent d'eux-mêmes. Lorsque le réceptacle est suffisamment accueillant, il ne manque pas de venir et de l'occuper. Voilà. Si vous voulez, je crois que la réalité,
l'identité des objets ne se sonne pas. Il ne suffit pas de dire, voilà, je veux représenter telle chose. Enfin, dans l'attitude que j'ai eue, il y en a bien d'autres. Toutes se valent dès l'instant qu'elles sont cohérentes et qu'elles entraînent la vie jusqu'au bout. Par conséquent, ne serait-ce que par ce côté, elles sont respectables et elles sont du domaine artistique. Mais évidemment, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Merci. Bonjour, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On va peut-être clore ou vous en prie, monsieur. Non, Laurent, mais en ça plus, il est certain que dans la peinture de Philippe Lejeune, on reconnaît, c'est vrai, peut-être ton père qu'on n'a pas connu nous, mais nous, on te reconnaît aussi parfois dans les visages. Et je crois que là, ça entraîne peut-être sur peut-être l'attitude du peintre qui a C'est physiologique, ça. C'est une question de cariotype. Oui, d'accord. Non, mais il y a des tableaux où tu te mets en Saint-Paul, tu te mets. Non. Il s'impose à moi. Non, ça d'accord. Mais on te reconnaît. Et peut-être c'est dû aussi au fait que le peintre est quand même enfermé dans son atelier, il est toujours un peu seul. Oui. Et certainement, c'est un travail un peu d'introspection, enfin même sans le vouloir. Et c'est peut-être aussi pour répondre à la question de madame. C'est vrai que c'est peut-être pour cette raison que Rembrandt a fait des autoportraits et aussi que parfois on te reconnaît dans tes tableaux. Bon, je veux dire, c'est pas seulement les gens qui nous entourent, mais peut-être aussi notre propre personne qui vient dans le tableau sans qu'on le veuille vraiment. Je le crois tout à fait. Et bien pour terminer, je voudrais faire 2 citations. Vous savez, d'habitude, les prédicateurs commençaient par une citation en latin, que peu comprenaient, et ensuite ils avaient l'occasion d'un discours qui quelquefois semblait long. Là, il vaut mieux terminer, comme ça au moins vous savez que c'est la récréation. Je citerai volontiers ce qui me semblerait la devise au fond d'un certain art contemporain. Qui vais-je imiter pour être original ? Il me semble que c'est une préoccupation essentielle et qui est le souci de beaucoup de nos contemporains. Et j'y opposerai, si vous voulez bien, celle de quelqu'un qui est contemporain mais à quelques siècles, puisqu'il s'agit du 5e siècle. Ce que dit saint Augustin dans le livre 10, chapitre 27, verset 38. Après, soyez tranquille, on ne peut rien ajouter. Tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé. Mais tu étais au-dedans de moi, et j'étais moi, en dehors de moi-même. Dans ma laideur, je me ruais sur la grâce de tes créatures. À la fois le réalisme et à la fois la spiritualité profonde de toute forme d'art. Je vous demande pardon, j'ai mal lu parce que je me dis très mal. La seconde partie de la phrase, c'est « Dans ma laideur, dit-il, puisque je n'étais pas en moi-même, je me ruais sur la grâce de tes créatures. » Eh bien, tout est dit, c'est le matérialisme qui a été celui de saint Augustin, et enfin cette découverte, « Tard, je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle. » Merci. Voilà, je vous remercie. Alors, je remercie Philippe Lejeune, donc artiste peintre, que j'ai eu la chance de connaître dès mes premières années de collège, puisque j'étais amie de sa fille Bérénice. François Legrand, artiste peintre, voilà, qui était donc professeur aux Beaux-Arts d'Orléans, si j'ai bien compris. Geneviève Decroix, qui était à l'origine cartographe, c'est ça? Je suis toujours, voilà, mais vous êtes donc artiste peintre. Christophe de Buchères, artiste peintre. Il n'est que ça. C'est déjà pas mal, hein, c'est même énorme. Oui, Jacques Rouault, donc, qui est artiste peintre et qui est le président de l'Association des chercheurs d'art. Je vous signale que, à la suite de cette visioconférence, d'ici 2 semaines environ, on rajoutera bien sûr les sites internet de toutes les personnes ici présentes. Et si vous voulez nous donner d'autres éléments qu'on puisse rajouter, vous êtes les bienvenus. Je remercie aussi Bernard Bois, qui est notre critique d'art, qu'on connaissait tous. Et je remercie les amis de Visio P7, en particulier Bruno Bourret, Jacques Châtelot,
le professeur Marie-Claude Vétréno-Soulard et je suis donc Lise Cormery, docteur de l'Université de Paris 7. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt en janvier 2007. Au revoir, merci et à très bientôt. Merci.